Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence. Donc, moi, c'est Benjamin Ferezen et je vais vous présenter ma conférence sur 5 années de facilitation, mon voyage et mes apprentissages. Donc, l'idée derrière cette conférence, pour moi, en fait, c'était de vous partager un peu, peut-être de vous nourrir, en fait, sur moi, ce que j'ai pu apprendre, en fait, en tant que facilitateur pendant un peu plus de ces 5 ans maintenant. Et vous donner aussi, moi, mon propre modèle mental, on va dire, en tant que facilitateur. Quels sont les réflexes professionnels que j'ai maintenant quand je veux mettre en place, accompagner par exemple des équipes dans de la facilitation en tant que facilitateur. C'est un peu le but de cette conférence, donc j'espère que ça va vous plaire. Et moi, j'ai la patate, donc je vais vous donner un peu de mon énergie en cette fin de journée, parce que là, vous avez plein de confs. Et là, ça va être le moment rebooster encore un dernier coup. Par contre, avant de rebooster, c'est vrai que moi, mes débuts en tant que facilitation, moi, mon expérience, en fait, ça a été ma pire réunion. Donc ça commence bien, je disais, on va mettre de l'énergie positive. Non, on commence un peu en bas, mais je vais expliquer pourquoi. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Cette réunion, déjà, elle devait durer environ 4 heures. C'était dans un grand groupe. Je ne citerai pas le nom. Et la personne explique en ordre du jour en disant, voilà, on va juste parler de ce problème-là. Rien de plus. Je ne me souviens même plus du problème. Hein. C'était il y a genre 8 ans ou 9 ans à peu près. Et à ce moment-là, j'étais pilote projet dans le nucléaire. Et ce qui s'est passé, c'est que je me souviens que la personne s'est installée, nous on s'est tous installés, etc. Je me souviens, il s'était mis dans un coin à gauche. Il a commencé à se mettre un peu en arrière et à dire, voilà maintenant, débattez. Donc moi, j'étais en mode, à l'époque, moi je ne connaissais rien de la facilitation déjà, à ce moment-là, et j'étais en mode, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, moi je me sentais complètement emprisonné, parce que ça débattait pendant 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Rien ne sortait. Les gens restaient dans les problèmes. C'était une habitude, en fait. Ils étaient tout le temps dans les problèmes. Et personne n'a vraiment osé prendre le pas. Et je me souviens m'être retourné devant un collègue qui était en face de moi. Je me souviens de cette scène. Je le voyais, j'étais dépité. Il voyait ma tête dépitée. Et il se disait, bon, il a commencé à se lever et il a commencé à prendre le lead. En fait, il a commencé à dire, bon, là, ça fait 3 heures, on parle de ça, mais là, je ne vois pas de solution par rapport à ça. Donc, quelles sont les solutions possibles? Et là, dans ma tête, j'ai eu un vrai déclic en se disant, mais mince, en fait, c'était ça, en fait, l'idée de base, la solution de base. C'était tout simplement, en fait, on ne faisait que râler tout le temps, essayer de s'orienter un peu plus vers la solution. Bah, peut-être que c'était ça, en fait, un peu pour le coup, la solution. C'est là que j'ai découvert pour la première fois une posture un peu différente, puisque cette personne-là a pris une posture qui s'apparentait un peu de la facilitation, je ne connaissais toujours pas le concept, hein, et commençait à nous dire, ouais, voilà, alors quelle solution, quelle décision on peut prendre par rapport à ça? Oui, mais par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je me suis dit, tiens, c'était quelque chose que j'avais encore jamais vu. Donc, j'ai adoré son courage, en fait, qu'il a eu. Et je me suis dit, la prochaine fois qu'il y a une réunion comme ça, j'aimerais bien essayer aussi. Donc, j'ai pris un peu mon courage à deux mains à un moment dans une autre réunion qui a eu 3 semaines après. C'était quasiment la même chose. La réunion, elle était prévue pour durer 3 heures. Je savais encore qu'on allait aller dans des débats terribles. Je pense qu'à peu près tout le monde a vécu ce genre de réunion comme moi. Et je me suis dit, au début, j'ai demandé, bien sûr, avant à la personne, en disant, est-ce que je peux l'aider à animer? Le commanditaire, le chef de projet qui voulait animer, m'a dit, écoute, si tu veux m'aider, il n'y a pas de problème. Et je me suis dit, je vais utiliser le truc poussiéreux, là, le porte-papier qu'on avait avec un marqueur. Et j'ai commencé, pendant la réunion qu'il y avait, à faire des dessins, à faire des mind maps. En fait, pour ceux qui connaissent pas les mind maps, hein, les cartes heuristiques, tout simplement, on prend des idées, on les entoure et on crée des liens derrière. Et en fait, ça a commencé à prendre, et puis j'ai commencé à poser un peu des questions en disant, OK, par rapport à ça, là, je vois qu'on a un problème sur telle partie. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution par rapport à ça? Puis j'ai laissé les personnes parler et j'ai commencé à faire des traits et à créer tout simplement des solutions. À la fin, on avait un papier, à la fin de la réunion, qui a duré un peu moins de 3 heures, justement, qui a duré 2h30, puisqu'on avait atteint le bout du tunnel, on va dire, les idées et les décisions. Et ils sont ressortis, tout le monde s'est ressorti d'ailleurs en prenant en photo le papier, parce qu'à l'époque, c'était tout nouveau, pour eux, même pour moi. C'est là que je me suis dit que dans un certain sens, sans le savoir, à l'époque, j'ai monté en niveau. J'ai level up. J'ai vraiment pris mon courage à deux mains et je me suis dit, allez, let's go, on va commencer. Et en fait, au début, ce courage était venu d'une forte colère.
J'étais enragé dans cette réunion qui était une catastrophe. Et cette colère, finalement, était très bénéfique pour moi et m'a amené justement à avoir ce courage de pouvoir commencer à dire: «OK, on peut prendre une posture pour animer, pour amener les gens de l'avant». Et c'est à ce moment-là que je me suis dit: «OK, je connaissais pas encore le terme facilitation, mais j'ai eu des amis qui travaillaient dans l'IT qui m'en ont parlé». Moi, j'étais pas dans l'IT au début. Et je me suis dit: «Bah, tiens, c'est intéressant, Scrum Master aussi, ça a l'air intéressant, développeur, ça a l'air intéressant. J'ai envie d'aller un peu là-dedans». Donc de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à aller petit à petit dans le monde de la facilitation et c'est là que j'ai commencé un peu mon voyage, en fait, ou ce voyage qui dure depuis un peu plus de 5 ans maintenant, qui a été, semé de réussites et d'embûches aussi. J'ai eu des belles réussites, des beaux objectifs où j'ai pu accompagner les équipes pour qu'elles trouvent eux-mêmes leurs solutions et aussi des beaux bides, des beaux fails ou des choses où j'étais tellement stressé qu'au final, bah, généralement, il n'y a pas eu beaucoup de décisions qui ont été prises à la fin. Et donc au début, j'ai commencé niveau 1, on va dire. Et là, au début, j'avais pas beaucoup de choses, hein, avec moi. Les 2 choses que je faisais généralement, où j'étais commandité, où j'avais des clients qui me demandaient, c'était principalement les serious games. À cette époque-là, j'en faisais pas mal, des Marshmallow Challenge, des Lego for Scrum, peut-être que vous connaissez un peu tous ces jeux-là, des Kanban Pizza Game, etc. Parce que moi, j'ai toujours adoré le monde du jeu. En fait, c'est par le jeu que je suis rentré dans le monde de la facilitation. C'est en faisant donc ces serious games et en essayant de les améliorer, de les créer, de créer des nouveaux cadres en fait pour amener les équipes à justement découvrir des nouvelles choses, à acquérir des nouvelles compétences. J'ai aussi découvert ce magnifique livre qui s'appelle Agile Rétrospective, qui a été mon bouquin de référence et qui l'est encore depuis tellement longtemps, certes en anglais, je ne crois pas qu'il y ait de traduction française, mais qui m'a énormément aidé à, souvent comme beaucoup de personnes dans la facilitation que j'ai pu voir, on commence souvent par les rétrospectives. Enfin moi, c'est ce que en plus des serious games, c'est ce qui m'est arrivé, et quand j'en parle avec d'autres facilitateurs, souvent on commence par là, les fameuses rétrospectives où on prend le temps pour essayer de s'améliorer pour l'avenir. Et donc, j'avais pas mal de petites choses. Des icebreakers que j'avais trouvés à droite à gauche par Internet, des listes d'ateliers que j'utilisais, que j'avais pris dans des bouquins, par exemple dans Gamestorming, dont je parlerai un peu après. Et cette posture, donc pas de facilitateur au début, mais plutôt j'avais la posture d'animateur quand j'ai commencé. Vous voyez, hein, je peux avoir pas mal d'énergie en général et c'est pas forcément la posture un peu plus neutre qu'on attend du facilitateur en général. Et donc j'ai eu plein d'embûches. Déjà, je me suis rendu compte de pas mal de problèmes, surtout dans les rétrospectives. Je les faisais durer trop longtemps. J'avais du mal à gérer ce cadre de temps, en fait. J'avais beaucoup de mal par rapport à ça. Donc souvent, ça dépassait allègrement le temps qui était un peu prévu, le temps dont on se rendait un peu tous responsables. Mais au final, ça a duré plus de temps que prévu. C'était aussi difficile pour moi de préparer. Assez normal aussi, c'était tout nouveau pour moi, hein, ce genre de concept. Je me suis aussi rendu compte que je m'épuisais un peu trop. C'est-à-dire que souvent, j'avais tendance à donner trop d'énergie et donc je m'épuisais trop vite. Je me fatiguais, en fait. Et aussi, je me suis rendu compte que bien souvent, en sortant de facilitation, il n'y a pas de décision. Dans le sens où, quand on sortait des facilitations, dans le sens où on avait plein d'idées, il y avait plein de belles choses qui sortaient, mais en fait, rien de vraiment concret. En fait, pas le petit pas qu'on va faire en plus, et donc c'était juste des idées un peu générales. Et souvent, c'était des actions, on se rendait un peu tous responsables. Oui, on va mettre en place un nouveau document par rapport à ça, très bien. Nous, on. Mais il n'y avait pas de vraie décision par rapport à ça. Et donc, j'ai découvert un magnifique outil par rapport à un bouquin donc, qui s'appelle Gamestorming, qui est les 7 P. On a déjà parlé dans une autre conférence aujourd'hui, mais pour en reparler très vite, je l'ai remis en anglais. Moi, c'est un outil que j'utilise toujours. Maintenant, à chaque facilitation que je fais, je mets en place les 7 P où je me prends généralement une feuille à 4, tout simplement, et je me le découpe, en fait, en mettant les 7 P, donc Purpose, People, Product, Process, Preparation, Practical, Pitfalls. Pour faire ça simple, Purpose, c'est l'objectif. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir à la fin de notre atelier? Et il y a aussi quelque chose que moi j'ai tendance à rajouter en plus de l'objectif, c'est en quoi c'est important pour vous d'atteindre ça. Ça, c'est un réflexe maintenant professionnel que j'ai, c'est toujours je questionne le pourquoi de l'objectif, pour réellement savoir quel est l'enjeu. Je reparlerai un petit peu de l'enjeu tout à l'heure parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez important dans la facilitation, l'enjeu de l'atelier. Par rapport à ça, on a les personnes donc, qui doivent participer, le processus
Donc, c'est quel processus on va utiliser pour amener les personnes à atteindre leur produit, c'est-à-dire l'attente finale. Qu'est-ce qu'on veut avoir concrètement à la fin de l'atelier? Est-ce qu'on veut avoir une vision commune par des objectifs communs? Est-ce qu'on veut avoir un plan d'action concret? Est-ce qu'on veut avoir une seule action pour notre équipe? Une ou deux? Enfin, au moins de savoir qu'est-ce qu'on veut avoir à la fin. Puis après, il y a la préparation. Qu'est-ce que les personnes doivent préparer en amont? Est-ce qu'il doit y avoir des préparations à faire, des choses à faire, un questionnaire, que sais-je? Les choses pratiques, c'est-à-dire est-ce qu'au niveau de la visio, tout est OK si on est à distance, en présentiel, est-ce que la salle a été bien réservée? Est-ce qu'on a ce qu'il faut comme matériel? Souvent, moi, je prépare en amont. Je prends un temps, surtout quand c'est de la visio, en fait, pour préparer que tout soit OK. J'ai eu, par exemple, je vous partage un bid qui s'est passé où j'utilisais l'outil Discord pour tester, pour faire de la facilitation. J'adore cet outil. La problématique, c'est que c'est un outil qui n'est pas toujours facile à configurer. Et j'ai eu une personne, que je pensais, j'avais que des personnes techniques à ce moment-là, je n'avais pas imaginé qu'une personne n'arrivait pas du tout à le faire fonctionner, à galérer pendant 10 minutes, en fait, au début de l'atelier, pour qu'au final parte, en fait, en colère. Évidemment, que c'est chose que je comprends, qui n'arrivait pas à faire fonctionner l'outil. Donc, je me suis senti, moi personnellement, je me suis senti assez mal, en fait, parce que je me suis dit, mince, une des personnes qui était prévue n'a pas pu rejoindre à cause d'un de ces problèmes, ces fameux problèmes techniques. Et enfin, les risques. C'est-à-dire, quels sont les risques qu'on peut avoir? Est-ce qu'il y a des personnes? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se passer? Est-ce qu'il y a peut-être un passif qu'il y a eu derrière, en fait, qui peut amener à ce que l'atelier fonctionne mal? Donc, j'aime bien lister un peu tous les risques qu'on peut avoir. Comme ça, moi, ça me libère un peu de cette peur, en fait. Ça me permet d'avoir ce courage. Souvent, on a des peurs pour de faux, chose que j'ai bien remarqué. Et j'aime bien lister tous les risques possibles. Comme ça, au moins, je me dis, OK, au moins, ça, c'est lâché et je peux avancer. Donc ça, c'est un outil que j'utilise toujours par rapport à ça et que j'adore, personnellement. Et donc, ce que j'ai appris, après, là, c'était à peu près 1 an et demi, 2 ans, on va dire, de facilitation. Je me suis rendu compte que faciliter, c'est pas faire un one-man show. J'avais cette énorme erreur comme j'avais toujours plein d'énergie, en fait, à vouloir donner ce surplus d'énergie, plutôt que de me synchroniser avec l'énergie du groupe. Et ça a été souvent mon problème, en fait, c'était que je dégageais trop d'énergie par rapport aux autres. Et j'ai eu une personne à un moment qui m'a dit pendant un atelier, pendant une rétrospective, qui m'a fait, Benjamin, tu dégages trop d'énergie. En fait, on n'arrive pas à te suivre. Enfin, moi, ça me fatigue. Et moi, je me sentais d'un coup très mal. En fait, je me suis dit, mince. Et en fait, je me suis rendu compte que quand il y a un trop gros décalage, c'est là qu'on peut avoir un problème. Il faut synchroniser le plus possible avec l'énergie du groupe. Il y a aussi l'idée de faciliter la décision plus que râler. Je reviens à le fameux râlage qu'il y avait eu dans les réunions où je voyais pendant 3 heures qui ne faisait que râler. Le but, alors il y avait Alain Cardon utilisé un terme qui est assez intéressant qui s'appelle le pouce-décision. Donc c'est, par exemple, OK, là ça fait 10 minutes qu'on parle de ça. Quelle est la décision que vous prenez ensemble? Tout simplement de faciliter en questionnant. Quelle décision vous allez prendre? Et ça, maintenant, c'est vraiment une posture que j'ai tout le temps, en fait, sur OK, c'est bien, on a des idées, mais quelle décision tu prends? Et je me suis bien rendu compte aussi, vu que ça a duré trop longtemps, que la time box, c'est important. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que souvent, le temps joue contre nous. C'est souvent ce qu'on se dit dans la facilitation. En fait, je me suis rendu compte que si j'accélère ma facilitation, ça peut être aussi dangereux. Donc, en fait, ce que je fais plutôt, c'est qu'au début de la facilitation, je rappelle aux personnes qu'en fait, tout le groupe est responsable du temps. Et je vais rappeler le temps, de temps en temps, pour qu'on garde une responsabilité commune. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris assez rapidement. En fait, que si on met une seule personne qui est responsable du temps, on déresponsabilise le reste du groupe sur le temps. Donc finalement, j'aime bien plutôt le rappeler, qu'on est tous responsables de ce temps. Et moi, je ne fais que l'énoncer. Et enfin, je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que l'idéation à l'écrit, c'est mieux qu'à l'oral. Moi, on m'avait appris qu'il y a une idéation, un brainstorming. C'est toi, vas-y, donne-nous ton idée. Première idée qui te vient. Toi aussi, quelle est ton idée? C'est ce que je faisais, puisque c'est ce qu'on m'avait appris. Et puis après, on m'a apprendre à désapprendre. Hein. J'ai désappris cette manière de faire et je me suis rendu compte que faire des idéations à l'écrit, où chacun marque ses idées sur des post-it, en fait, ça marchait beaucoup mieux parce que ça évitait un effet.
en fait, une sorte, ce qu'on peut appeler l'effet de halo. La première personne qui dit l'idée, on a tendance à aller plus ou moins vers cette idée-là. Donc ça permet au moins d'avoir que tout le monde puisse parler, enfin écrire, en fait, au début. Donc ça, c'était un très fort apprentissage pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à prendre plus de recul, surtout après une facilitation qui n'a pas été facile pour moi, qui m'a fait beaucoup stresser. C'était un retour d'expérience d'un post-mortem d'un projet dans une scale-up. Et on m'avait dit, le manager à l'époque m'avait dit, Benjamin, tu es la seule personne qui peut faciliter ça, qui peut animer cet atelier. Un atelier qui est prévu pour 2 heures. C'était un projet informatique qui avait complètement foiré. Le code était une catastrophe, c'est sorti très en retard, ça marchait très mal fonctionnellement. Enfin, en gros, c'était une vraie catastrophe. Et donc, on m'a demandé de faciliter pour qu'il y ait des décisions qui soient prises pour éviter que les prochains projets refassent ces erreurs-là. C'était ça l'objectif. Donc, à partir de cet objectif, j'ai créé le processus. Et en fait, j'avais tellement la trouille que ça se passe mal, pour le coup, qu'en fait, j'ai mis en place un système, un cadre très fort de carton jaune et de carton rouge. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dressé comme juge à ce niveau-là. Et je disais, si jamais j'entends une attaque personnelle, et je dis, je serai le juge par rapport à ça, donc vraiment une attaque personnelle, quelqu'un dit du mal d'une autre personne, je donne un carton jaune. S'il y a un carton rouge, donc une deuxième attaque personnelle après ça, je pars de la salle. J'ai commencé le cadre comme ça, je leur ai dit, je pars. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et j'ai demandé un engagement de chacun de dire, est-ce que vous êtes OK sur le fait que je parte? Et ça a mis tout de suite l'ambiance, on va dire. Mais comme l'enjeu était tellement fort, je me suis dit, c'était sûrement une protection que je me suis donnée moi, en fait, pour le coup. Et je pense aussi une protection pour le groupe. Peut-être que j'aurais pu faire différemment en apprentissage, en me disant, je vais leur laisser trouver le propre cadre derrière, leur propre manière de faire en sorte que tout simplement la facilitation de l'atelier se passe bien. Et le processus que j'ai utilisé, c'est tout simplement post-it rouge, post-it vert. Post-it rouge, toutes les choses mauvaises qui se sont passées, post-it vert, toutes les choses très bonnes qui se sont passées, pour au moins avoir le côté positif et le côté axe d'amélioration. Et après, je leur ai dit, une fois qu'il y avait tout ça, vous avez plein de pastilles, plein de gommettes. Vous mettez 0 gommette sur le post-it si jamais ça ne vous a pas touché, 1 gommette si ça vous a un peu touché, 2 gommettes si ça vous a beaucoup touché. Ça avait permis de prioriser un peu l'idée. Et derrière, ça a pu permettre de lancer un peu les débats. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le temps commençait à me prendre de cours. Ça faisait 1h40 d'atelier. Les gens parlaient, les gens râlaient. Il y a eu une attaque personnelle, j'ai dû mettre un carton jaune. Je n'ai pas eu à mettre de carton rouge, heureusement. Et après, j'ai commencé à courir à droite à gauche. Je me souviens, je prenais des feuilles A4, je commençais à noter, à scotcher les idées qu'il y avait, etc. J'avais genre 11 ou 12 idées. Et à la fin, ça a mené à quoi? En fait, les gens sont sortis. Ils avaient l'air plutôt contents. Et moi, j'étais pas vraiment content. C'est marrant, hein, c'était dissonance qu'il y avait eu. Parce que, en fait, il n'y a pas eu de décision. Ils ont juste pu lâcher ce qu'ils avaient sur le cœur, ce qui était une bonne chose. Je pense que c'était un peu l'objectif caché. Mais par contre, il n'y a pas eu de décision prise, parce qu'on n'a pas pris le temps, en fait, de vraiment traiter certaines choses. Et donc, je suis sorti un peu dégoûté, un peu dépité. Et en fait, ce qui s'est passé est arrivé. Ils ont fait les mêmes erreurs. Donc, pour moi, c'était un bide. Il n'y a pas eu de changement derrière. Et après ça, je me suis dit, il faut peut-être que j'augmente un peu mon niveau. J'ai beaucoup appris, en fait, de ça. Et j'ai commencé à essayer de monter en compétence sur certaines choses. Déjà, en tant que créateur de workshop, au début, je prenais des listes d'ateliers. Et après, j'ai commencé à vouloir les créer petit à petit. J'avais créé à l'époque un atelier Game of Thrones. J'avais créé plein de petites choses, en fait. J'avais repris des idées d'atelier. J'avais commencé à les modifier. Je trouve que ça amène un peu une personnalité, en fait. Surtout quand on a à refaire. Je prends l'exemple des rétrospectives où on doit en faire très souvent. Ça donne un peu une certaine personnalité, en fait. Autre chose, les questions ouvertes. Ça, c'est assez intéressant parce que récemment, j'ai animé un co-développement. Et quand c'était dans les questions de clarification, les personnes ne faisaient que des questions fermées. En fait, j'en ai pris conscience. D'un coup, je me suis dit, tiens, c'est surprenant. Il n'y a que des « est-ce que tu ?» Donc, c'est une question fermée. C'est si tu réponds par oui, par non, par peut-être.
Une question ouverte, c'est comment, pourquoi, en quoi c'est important. Ça ouvre en fait le champ des possibilités. Donc c'est très important de savoir questionner en tant que facilitateur. C'est un des outils principaux, en fait, le questionnement, en plus de la reformulation. Donc reformuler ce que disent les gens, simplifier ce qu'ils peuvent dire, essayer de le dire mieux qu'ils le disent eux-mêmes, parfois. Tout ça, c'est assez important. Ensuite, il y a la maîtrise du cadre. Je l'ai représenté un peu par un petit soleil, en fait, où pour moi, le soleil, c'est un peu l'énergie. Je vois dans un groupe, en fait, quand je vois un groupe, je vois toujours une sorte de boule d'énergie. Je vois le groupe comme une seule boule, en fait. Et l'idée, c'est de créer un cadre, soit d'être le garant et de le mettre en place, ou soit, en fonction, de laisser les personnes créer leur propre cadre. C'est un peu deux possibilités. Généralement, moi, je me suis rendu compte que ça dépend beaucoup de l'enjeu. Quand l'enjeu, il est très fort, je me suis rendu compte que, moi, de mon expérience, c'est mieux de mettre un cadre fort. Mais ce n'est que mon expérience. J'ai peut-être tort. Mais j'ai l'impression. C'est important de mettre un cadre fort et de le garder, ce cadre, et de garder l'objectif en tête. Et quand l'enjeu, il est un peu plus faible, quand il est trop faible, déjà, il y a le risque que votre facilitation ne soit pas puissante. En fait, il ne sort pas grand-chose. C'est pour ça que je dis la maîtrise du cadre, elle est beaucoup jouée aussi à la maîtrise de l'enjeu. Quel est l'enjeu, en fait, qu'il y a derrière? Et la gestion de l'énergie, justement, comme je disais, des fois, je mets trop d'énergie. Donc, en fait, c'est important de se synchroniser avec l'énergie du groupe. Néanmoins, quand l'énergie du groupe, elle est faible, j'augmente un peu l'énergie. J'augmente un peu mon énergie en me disant, je veux essayer de partager mon énergie, mais pas trop. Donc, c'est un peu un équilibre un peu difficile à avoir, mais ça, c'est de l'expérience, petit à petit. Et je parlerai un petit peu aussi de la facilitation du conflit, parce que je trouve que c'est extrêmement important de connaître ça en tant que facilitateur, parce que les conflits, c'est au cœur des choses qui se passent dans les entreprises. C'est au cœur des soucis, en fait, des problématiques qu'on peut avoir. Et moi, la raison pour laquelle j'étais devenu réellement facilitateur, c'est que je voulais créer des environnements où on peut se permettre de parler, avoir cette sécurité psychologique. Donc, pouvoir faciliter le conflit est essentiel de mon point de vue. Je reprends mon souffle. Et donc, j'ai vu plein de problématiques à ce moment-là qui me sont arrivées, des nouvelles problématiques. Comment recadrer l'énergie du groupe? Comment ça se passe concrètement à l'atelier? Quel est le modèle? Moi, j'aime bien bosser avec des modèles, en fait, pour avoir un prisme et me permettre de me recentrer sur ce prisme. Et donc, comment gérer les tensions? Comment gérer les conflits qu'on peut avoir? Et donc, il y a eu... je vous partage un petit modèle qui est assez intéressant, qui vient d'un livre qui s'appelle Participatory Guide ou Facilitation Guide to Participatory. Enfin, c'est un nom à rallonge, je pourrais vous le montrer, j'oublie à chaque fois. C'est aussi dans Gamestorming, d'ailleurs, ça a été repris dans Gamestorming. C'est le concept de divergence et convergence. En fait, le moment où j'ai compris ça, j'ai compris comment ça se passe un peu mieux, la facilitation. C'est-à-dire qu'on commence toujours avec une sorte de problématique ou un objectif. J'ai pris le parti de parler de problème, en fait, et qu'en fait, à partir de ce problème, une fois qu'on a introduit ce problème, qu'on a fait un icebreaker bien souvent, eh ben on va diverger. La divergence, c'est quoi? On va faire diverger les avis des gens. Plein d'idées. On va faire diverger, plein d'idées possibles et inimaginables. Souvent de manière individuelle avec des post-it. Puis après, quand on arrive vers le milieu, vous voyez, j'ai mis des petits smileys pas contents. Moi, j'appelle ça la zone de râlage. C'est la zone où on va râler. Et c'est le moment où on va faire émerger des nouvelles choses. Et cette zone de râlage, en fait, tout l'enjeu, c'est d'amener le groupe à converger vers leur objectif. Parce que bien souvent, plein de personnes vont avoir tendance, c'est arrivé à tout le monde dans des ateliers, à vouloir parler d'autre chose, de sortir du cadre, de sortir de l'objectif qui était prévu, de sortir des règles de fonctionnement où on s'était mis d'accord, que j'avais proposé. Et donc, le but, c'est d'arriver en questionnant sur les solutions. C'est ça, en fait, la finalité, c'est de pousser à la décision, c'est d'amener sur la solution. Et ces solutions-là, c'est les petits pas, les petites choses qui vont permettre d'atteindre l'objectif. Une fois que j'ai compris que la facilitation, globalement, c'était ça, diverger, converger, ça m'a permis, en fait, de me dire, ah ok, j'en suis là dans mon atelier. Je suis dans cette idée-là. Maintenant, vers où? Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir sortir
de cette zone-là? Ou qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir atteindre l'objectif? Avoir ce modèle-là en tête, ça me permet toujours de savoir en fait où j'en suis. L'autre chose, et c'est un modèle que je vous partage, c'est le modèle de Speedleas, que j'utilise beaucoup dans la gestion des conflits. Moi, j'ai ma manière, et je vais vous partager ma manière de faciliter les conflits. Plutôt les conflits entre deux personnes que les conflits pendant un groupe. J'en parlerai pas là parce que sinon ça va prendre trop de temps. J'aurai trop de choses à partager en une heure. Mais le modèle est très simple. Niveau 1, il y a un problème à résoudre, donc tout va bien. Il n'y a pas de conflit dans l'équipe, pas vraiment de conflit, en fait, tout est factuel. Le niveau 2, c'est le départ d'un conflit, d'une tension, c'est le désaccord. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc le conflit commence par non, en fait. C'est non, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est le départ. En fait. Si ça dure depuis trop longtemps et qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, en fait, ou qu'il n'y a pas de compromis possible, on rentre dans le combat. Le combat, c'est quoi? C'est le moment où on va commencer à utiliser des paroles combatives. Genre, on s'en rend compte, on oublie le vrai problème, c'est toujours ça de la même façon, il faut le faire partir. Voilà, c'est ce genre de problématique. Le niveau 4, c'est la croisade. Là, ça commence à être très compliqué de gérer ça. C'est le moment où des groupes, en fait, se forment. Les personnes, en fait, ont besoin d'alliés. C'est assez humain d'aller voir des alliés pour essayer de trouver des alliés dans son combat. Et là, c'est plutôt des groupes communs qui ont parfois même oublié pourquoi ils s'en veulent. En fait. Et le niveau 5, c'est la guerre mondiale. C'est fini. C'est-à-dire que là, si vous imaginez qu'il y a un fil qui est la relation entre deux personnes, ce fil, il n'est pas visible, en fait. Plus on monte en niveau, plus on le tire, en fait, ce fil, jusqu'au moment où, clac, il part complètement. Et là, c'est le moment où c'est plus possible de réconcilier les personnes. Et là, c'est juste une des personnes part, généralement. Et donc, moi, ce que je fais pour faciliter un conflit, c'est qu'un guide, je m'adapte complètement à la situation, effectivement. Mais d'abord, j'aime bien présenter le modèle. Donc d'abord, avant toute chose, je leur présente. Moi, j'aime bien demander souvent, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Ou tout simplement, pourquoi est-ce que vous êtes là, à votre avis? Plutôt qu'un est-ce que tu, justement, question fermée. Donc, je présente et après, je leur demande de noter sur un petit bout de papier, genre à quel niveau vous pensez être. Et il y a un truc intéressant, moi, j'ai remarqué de mon expérience, c'est que souvent, le niveau, il est différent. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vu, quand j'ai fait cet atelier, je ne le fais que quelques fois, et je l'ai toujours vu, que souvent, il y a une personne qui a 1 ou à 2, et l'autre personne est au-dessus, 3, 4, 5. J'ai eu une fois, et un collègue aussi, et ça, on peut parler de bide, enfin, c'est assez terrible, n'empêche, mais ça arrive. Une personne était à 1, et l'autre personne était à 5. La finalité, c'est que ça s'est fini en pleurs, en fait. Ce moment, ça a d'ailleurs été très dur pour moi, de voir autant d'émotions qui ressortaient, et donc, c'est pas un coup de baguette magique, hein, ce modèle, ça fait juste montrer, en fait, sous un prisme, le conflit. Une fois que le niveau il a été visible des deux personnes, ça permet peut-être de questionner justement sur cette différence de prisme que les personnes peuvent avoir. Je leur demande chacun leur tour d'exprimer leur intention et leur émotion par rapport à ce qui s'est passé et leur émotion maintenant. En fait, c'était quoi leur intention positive en fait qu'ils avaient à ce moment-là qui a amené à ces conflits. Et je vérifie que les autres personnes acceptent bien l'émotion de l'autre. Est-ce que c'est OK de l'autre, cette émotion-là? Et après, je leur demande ce que les gens attendent, en fait. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre, finalement, comme changement? Et on arrive au moment du compromis. Et moi, j'ai une question que je vous partage, que j'utilise à chaque fois. Parce que le compromis, finalement, c'est qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour l'autre? Parce que finalement, quand on fait un compromis, c'est une forme de deuil. En fait, on va se changer, finalement, si on fait un compromis. On va changer son comportement au quotidien. Donc, qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour l'autre? Et une question que j'aime bien, en fait, parce que ça permet d'élever vraiment la chose. Et ça a beaucoup marché. Hein. J'avais eu une facilitation de tension entre deux personnes où il y en avait un qui, pour lui, le code, c'était sa vie, et pour l'autre, le code, c'était juste du boulot. Et en fait, le moment où ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était ça, le cœur du conflit, ça a complètement changé leur prisme. Et donc, en parlant de l'énergie, justement, l'énergie, je vois un peu comme ce soleil. Et moi, ce que je fais, c'est juste soit faire émerger le cadre, soit créer le cadre, si besoin, en fonction de la maturité, en fonction de l'enjeu de l'équipe. Et moi, je suis juste la loupe
qui les ramène en fait vers la Terre, vers l'objectif. Parce qu'en fait, il y a deux problématiques dans la gestion de l'énergie. C'est à la fois, bah oui, il faut synchroniser, il faut peut-être donner un petit peu d'énergie quand le groupe il a plus d'énergie du tout. Mais par contre aussi, est-ce que l'énergie elle va dans le bon sens? Est-ce qu'on n'est pas en train d'éparpiller notre énergie un peu partout et donc pas de se concentrer vers notre objectif? Donc si je vois qu'on ne se concentre plus sur l'objectif, je recadre rapidement en disant, là j'ai l'impression qu'on ne parle plus du sujet. Est-ce que vous êtes OK pour revenir dessus? Et quasiment tout le temps, j'ai dit oui. Quand j'ai dit non, des fois, je propose à ce moment-là quelle action vous pouvez mettre en place, vu que ce n'est pas le lieu d'en parler, quelle action vous voulez mettre en place pour plus tard, pour pouvoir en reparler peut-être de ce sujet. Enfin, donc l'énergie a vraiment ces deux dimensions. Et donc, moi, mes apprentissages que j'ai eus après, là, ça fait 3 voire 4 ans de facilitation, je me suis rendu compte en fait qu'au début, j'avais peur de cette zone de ralage, comme j'aime bien l'appeler. En fait, elle est la bienvenue. S'il y a de la colère, s'il y a de l'émotion, c'est très important de questionner l'émotion, je trouve, en facilitation, eh ben, ça veut dire qu'il y a des envies de changement. La colère, hein, c'est généralement un besoin qui est inassouvi. En fait, quand on est en colère, on a besoin de quelque chose, souvent de l'autre. Eh ben, elle est bienvenue, en fait. C'est juste l'important de la gérer, cette énergie. Et donc, gérer l'énergie, c'est aussi l'amener où elle veut aller, être présent aussi quand les autres sont passifs. Donc, pas hésiter à, si jamais on voit que le groupe commence à s'éteindre un peu, d'essayer de redynamiser. Ça peut être, il y a plein de manières possibles. Ça peut être juste, moi j'aime bien juste faire de l'humour ou partager en fait quelque chose, ou partager une anecdote, enfin souvent sur le ton de l'humour. Je me suis aussi rendu compte qu'un conflit il est sain tant qu'il est traité comme tel. Ça dépend comment on voit le conflit, mais le conflit on peut voir d'une bonne manière en fait, c'est-à-dire que c'est ok d'être en accord avec quelqu'un, ou on peut le voir d'une mauvaise manière. En tant que facilitateur au début, je le voyais comme malsain. Enfin, en tant que facilitateur, quand j'ai commencé quoi, en tant que newbie. Mais en fait, je me suis rendu compte que le conflit, c'est très sain. Et en fait, c'est utile, tant qu'il est traité comme quelque chose d'utile. Et quand une décision n'est pas poussée et visible, elle n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à la dure. C'est que, ouais, maintenant, il y a une question que je me pose. Quand moi, maintenant, je suis devenu coach professionnel, et quand j'accompagne, coach agile, et quand j'accompagne une équipe agile, j'aime bien demander souvent à la fin de rétrospective, si on me le permet, hein, bien sûr, d'intervenir, c'est qui sait quelle décision est prise. Parce que bien souvent, je vois des idées, des choses, hein, mais pas vraiment de décisions concrètes. Et donc, je leur demande, est-ce que vous savez tous qui fait quoi? Et si ça, on ne le sait pas, ça montre qu'il y a un non-dit derrière. Moi, j'aime bien le montrer et pousser justement à dire, OK, à challenger un peu, en se disant, quelle décision vous allez prendre par rapport à ça, comment la rendre visible, en fait. Donc, c'est le fameux non-dit, qui est très important à faire émerger. Et donc là, j'ai commencé à monter. Et en fait, je suis surtout monté. Ce qui est marrant, c'est que je trouve que je suis devenu vraiment un facilitateur. Quand j'ai fait une formation de coaching professionnel, ça semble bizarre parce que les postures sont très proches. On utilise un peu les mêmes outils, mais ce n'est pas souvent la même posture. En tant que facilitateur, bien souvent, j'amène plus un cadre, en fait. En tant que coach, souvent, on concret le cadre, on fait émerger le cadre derrière. Et pourtant, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a ces possibilités. Et c'est là que je me suis dit, OK, en fait, cette fameuse neutralité, cette manière d'amener les personnes à faire émerger leurs solutions dans la facilitation, je l'ai encore plus compris grâce à ça. Et là, j'ai commencé à découvrir des choses intéressantes. Je vais vous en parler. Peut-être que ça peut vous nourrir aussi. Sur la co-création d'objectifs, je reparlerai parce que ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, surtout dans la facilitation. C'est essentiel de bien créer un objectif avec le commanditaire. Bien trop souvent, les objectifs ils sont flous. Vous connaissez peut-être l'adage, un objectif flou est égal à une connerie précise. Et ça arrive assez souvent quand on a un objectif qui est très flou. En gros, ça pue un peu. La facilitation, elle va puer. Et maintenant, avant, je le faisais pas. Maintenant, je sais dire non. Ça, c'est vraiment quand je suis arrivé au niveau 3, c'est que je me suis rendu compte que je sais dire non à une facilitation. Je vois que c'est pas possible. J'ai l'expérience maintenant par rapport à ça. Je me suis rendu compte, excusez-moi. Je me suis rendu compte aussi que j'aime bien questionner l'apprentissage. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez appris en sortant de cet atelier?
Parce que bien souvent, en fait, on apprend des choses, même si c'est un atelier qui est peut-être technique. Par exemple, par exemple un event storming que j'ai pu animer. J'aime bien questionner après. Qu'est-ce que vous avez appris de cet event storming? Ah ben en fait, j'ai appris plein de choses intéressantes sur ça. Je ne savais pas du tout que ça fonctionnait de cette manière. Ah, c'est incroyable. Il a besoin d'un peu d'eau. Ça fait bizarre quand même de juste parler devant un écran comme ça. Ça me manque un peu, le présentiel, pour ça. Il y a la gestion des attentes, que moi, c'est quelque chose aussi, pour moi, qui est importante. C'est que dans un atelier collectif, on a aussi des attentes individuelles. On a tendance à oublier les attentes individuelles des personnes dans un atelier. Et moi, j'aime bien prendre le temps, dans une inclusion au début, de demander les attentes de chacun, pour être certain qu'on a un peu toute la même vision et voir s'il n'y a pas des dissonances entre les personnes, ce qui permet de dérisquer un peu l'atelier. Ça va parler beaucoup s'il y a des coachs professionnels ici, la conscientisation et la responsabilisation, parce que je pense que c'est très important aussi dans la facilitation, d'amener par du questionnement et de la reformulation du recadrage de la conscientisation, et aussi de responsabiliser les personnes. C'est-à-dire, comment les responsabiliser? C'est de leur dire, par rapport à cette action, moi, il y a une question que j'aime beaucoup, que je vous partage, c'est, OK, là, tu as cette action, comment tu vas faire pour ne pas la faire? Et j'attends. Comment tu vas faire? Explique-moi vraiment comment tu vas faire pour rater, de ne pas faire ça. C'est une question qui est très puissante, en fait, je trouve. Autre chose aussi, l'intention dans la voix. Il y a un truc que j'ai fait, moi, ça fait un peu plus de 2 ans. Je prends des cours de chant. Et en fait, je trouve que ça m'a beaucoup nourri, donc je vous partage ça. Si un jour vous vous rendez compte que vous avez envie de travailler sur votre posture, sur votre voix, parce que c'est assez important, en fait, dans la facilitation, même dans le coaching, hein, c'est cette fameuse intention qu'on peut avoir dans notre voix. Par exemple, si on pose une question qui semble être une question puissante, par exemple, qu'est-ce qui se joue en toi? Ou si tu dis, qu'est-ce qui se joue en toi? Il y a une différence, en fait, dans mon intention. Je veux pas, j'amène la personne dans une autre intention, en fait. Donc moi, j'ai trouvé que ça m'a fait énormément de bien, moi personnellement, de faire des cours de chant. Donc, si jamais ça vous tente d'essayer un peu, n'hésitez pas. Moi, j'ai trouvé que ça m'a fait beaucoup de bien en tant que facilitateur, ça m'a beaucoup aidé. Et enfin, là, un petit peu, là, j'ai commencé à découvrir un petit peu la pensée systémique, donc voir les choses comme des systèmes. Et une chose que j'aime bien en facilitation, c'est quand il y a un débat entre deux personnes, ça vous est tous arrivé, je suis sûr. Ça fait 10 minutes que deux personnes se font du ping-pong. Je demande à une troisième personne, qu'est-ce que tu penses de ce qui est en train de se dire? Donc, pour augmenter un peu la circularité du groupe, ça permet d'aider le groupe, souvent à la personne qui parle le moins, ça permet d'aider le groupe aussi à plus se comporter comme un groupe, en fait, plutôt que souvent avoir deux personnes qui font toujours une sorte de monologue, au final, entre deux. Donc ça, c'est quand j'ai atteint mon niveau 3. Mais j'ai encore eu des difficultés. Trop de monde dans un atelier. Ça, des fois, ça m'est arrivé. Alors, trop de monde, c'est subjectif. Mais généralement, moi, quand je me rends compte que le groupe a du mal, quand tout le monde a du mal à parler, au final, dans le temps donné, c'est qu'il y a trop de monde. Ça, je n'ai pas de nombre qui me vient en tête. Je pense que ça dépend beaucoup des situations. On peut peut-être utiliser un peu le nombre de Dunbar, pour ceux qui savent, c'est le nombre sociologique de liens qu'on peut faire avec des personnes, de liens relativement forts qu'on peut avoir, qui est à 150. Mais ce n'est pas 150 le nombre de personnes. On peut le diviser par 10, ça fait à peu près 15, ça donne un nombre. Mais moi, je trouve déjà à 15, il y a trop de personnes. Ça, c'est mon côté. Généralement, quand il y a 7 ou 8 personnes, j'avoue, j'aime bien déjà faire que les gens ils bossent en groupe de 3, groupe de 4. Les structures libérées m'ont beaucoup aidé aussi à avoir ce courage aussi de faire des sous-groupes. Je me suis rendu compte aussi que c'est dur d'avoir un véritable objectif. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Alors, dans la facilitation comme dans le coaching, mais souvent, quand on me demande, un commanditaire me demande une facilitation, c'est dur d'avoir un objectif vraiment clair. Donc, je vais vous donner quelques tips maintenant que j'ai, parce que je prends maintenant du temps, en fait, pour co-créer un objectif avec le ou la commanditaire. Et donc, les attentes qui ne sont pas claires, ça, j'aime bien justement faire une inclusion, je vais en reparler un tout petit peu. Mais donc, maintenant, j'ai des réflexes professionnels que je vous partage.
Déjà, le premier, c'est avoir un objectif qui est positif. Ça veut dire quoi, positif? Exemple, je prends un exemple bateau hein, qui me vient, que j'avais eu, là c'était plus dans le coaching, mais c'est pour vous montrer un peu l'exemple. Je ne veux plus qu'il y ait de tension dans mon équipe. Ça, c'est négatif. La question que je pose derrière, c'est qu'est-ce que vous voulez avoir à la place de plus de tension? Donc ça, c'est un réflexe que j'ai à chaque fois. C'est que dès qu'on m'énonce un objectif qui est négatif, qu'est-ce que vous voulez avoir à la place? Ça, c'est cash. Je crois que je le fais toujours. Et ça permet tout de suite de se rendre compte. Souvent, on me dit que c'est une bonne question, mais c'est vrai. Moi-même, je me suis rendu compte que c'est une bonne question. Et c'est important d'avoir quelque chose de positif. C'est important aussi qu'il soit réaliste. Par exemple, à la fin de cet atelier, j'aimerais qu'on augmente la confiance dans l'équipe. Oui, alors, est-ce que c'est réaliste pour vous? Oui, non. Souvent, des fois j'ai des oui, des fois j'ai des non. Je demande quand même de clarifier un peu. Et j'aime bien aussi que l'objectif soit clair. S'il n'est pas clair pour moi, je questionne tout de suite. Exemple. Moi, je veux augmenter à la fin. Je veux qu'on améliore je veux qu'on améliore notre communication. Ça, c'est un mot valise. Hein. Communication, moi, ça fait instantanément tilt dans ma tête et je fais ah, ça, c'est un mot valise, ça veut tout dire et rien dire. Donc, vous entendez quoi concrètement par communication? Donc, je reformule en questionnant. Ça veut dire quoi pour vous? Et tant que c'est pas clair pour moi, bah, c'est sûrement pas clair pour eux. Donc, je clarifie les choses. J'aime beaucoup questionner donc l'attente du commanditaire en disant mais qu'est-ce que vous attendez en fait à la fin concrètement de cet atelier? C'est aussi quelque chose que je demande maintenant au début de l'atelier à chacune des personnes, de manière orale ou écrite, ça qu'importe. J'aime toujours demander l'attente individuelle. Est-ce que l'objectif il est mesurable? Et ça c'est important. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut savoir qu'on a atteint l'objectif à la fin de notre atelier? Je prends un exemple, en fait, c'est à la fin de plusieurs ateliers, c'était plusieurs ateliers en fait, à la fin de ces ateliers, je veux qu'on puisse voir dans 3 mois que notre time to market a diminué de 20%, ou on l'a accéléré pardon, de 20%. On a quelque chose de mesurable derrière. Ça peut être quelque chose de plus abstrait. Par exemple, à la fin, si on atteint l'objectif, je me sentirais satisfait. Est-ce que, enfin, j'aurais cette satisfaction derrière. Ok, on va le mesurer si ça vous va. De 0 à 10. 0, vous n'êtes pas du tout, vous serez 0, là, vous n'êtes pas du tout satisfait actuellement de ce qui se passe. 10, vous êtes extrêmement satisfait. Là, vous êtes à combien et vous voulez être à combien? C'est juste un exemple pour rendre l'abstrait un peu plus concret. Ça donne une mesure à la personne directement. Moi, j'utilise de temps en temps, c'est très orienté solution, hein, pour ceux qui connaissent le concept, de mesurer en fait le côté émotion, le côté des choses qu'on ne pense pas mesurables, mais au moins qu'on donne quelque chose pour quand même savoir où on en est. C'est juste important de savoir où on en est. Et je questionne toujours l'enjeu. Et toujours en quoi c'est important pour vous, cet atelier. Si j'ai pas ça, en fait, s'il y a pas d'enjeu, quoi sert de faire l'atelier? S'il y a énormément d'enjeux, gros risque. Parce qu'il y aura peu de prise de risque de la part des personnes dans l'atelier s'il y a un gros enjeu. Donc, il y aura peu d'expérimentation. Donc, ça peut être dangereux. Donc, finalement, s'il y a un trop gros enjeu, d'ailleurs, souvent, ce qui se passe, c'est quand il y a un trop gros enjeu, le colo, la commanditaire me dit en fait, je veux les amener à ça, quoi. Je veux pas qu'il y ait des solutions qui émergent, hein. Je veux les amener à ça, souvent. Et aussi, j'aime bien leur demander si l'objectif, il est sous le contrôle des personnes. Donc, savoir si le groupe, il peut l'atteindre, en fait, cet objectif. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris par le coaching professionnel, c'est ma manière de fonctionner, et je l'utilise dans la facilitation parce que j'ai vu que ça marchait très bien aussi. Et donc, je l'utilise, je vous le partage maintenant. Et ce que j'aime bien aussi, donc, c'est clarifier les attentes individuelles et collectives. Donc, quelles sont les attentes de chacun? Je partage toujours le processus au début. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour que ça donne une idée aux personnes au début de ce qui va se passer? Et de timeboxer les différentes étapes. J'ai pas noté de mettre un icebreaker et je m'explique. Je fais pas toujours un icebreaker, moi, personnellement. J'en faisais énormément avant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un icebreaker, c'est lié à une intention qu'on a. Donc, en fait, l'icebreaker, c'est pas automatique, mais c'est très puissant.
dans pas mal de situations. C'est juste pas quelque chose que je fais toujours. En fait, je peux le faire, mais ça dépend vraiment de la situation aussi. J'aime bien aussi reformuler, questionner et noter les remarques. Moi, j'aime bien quand même prendre des notes, les rendre visibles, mes notes aux personnes. Et j'aime encore mieux donner la possibilité aux personnes de noter, leur donner un peu le stylo, en quelque sorte, en disant mais c'est à vous, en fait, de noter vos propres décisions, les propres choses qui en sortent. C'est votre atelier. Et j'aime bien aussi, pour finir, challenger pour aller à la prise de décision. Et quelque chose d'important et que je ne vois pas assez, moi, j'ai accompagné maintenant quelques facilitateurs plus en tant que coach professionnel. C'est le fameux niveau 3 hein, où j'ai commencé à avoir cette posture-là. Je me suis rendu compte que beaucoup de Scrum Masters, de facilitateurs, voire même de coachs agiles, j'en ai rencontré, n'aiment pas faire des sous-groupes. Souvent parce qu'ils ont, soit parce que le commanditaire, déjà leur non, je refuse les sous-groupes, ok, très bien, mais enfin, s'il y a 40 personnes dans l'atelier, moi je refuse de faire un atelier avec 40 personnes en plein air, sans sous-groupe, c'est pas possible. Donc je leur dis, c'est soit ça, soit je ne le fais pas, pour trouver quelqu'un d'autre. Mais le but, c'est de dépasser un peu cette peur du contrôle par rapport aux sous-groupes et de les aimer. Regardez un peu les structures libérées. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est par les structures libérées que j'ai commencé à comprendre le concept de sous-groupe et à les mettre en place. C'est vraiment puissant. Mettre en place ces divergences et convergences. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un atelier là qui s'est plutôt bien passé. C'est pas rapide. Où en fait, le commanditaire avait les 3 objectifs pour les 3 sous-groupes. On a demandé à chaque personne de se mettre dans le groupe qu'il voulait. Pour info, c'est des personnes qui ne connaissent absolument pas le monde de la facilitation. C'est pas des personnes de l'IT, c'était du métier, des journalistes. Et se mettre dans les différents groupes. Et après, on a fait des divergences et convergences dans les groupes pour les amener à atteindre leur objectif par rapport à ça. Puis après, on a refait une plénière pour les amener à restituer, avec une personne qui restituait les solutions, et de donner les actions qui étaient possibles à faire. Là, c'était plus une convergence qu'une divergence-convergence, pour reprendre le modèle, puisqu'ils ont juste convergé ensemble vers les actions des différents groupes. Mais vraiment, apprenez à les aimer. C'est vraiment très puissant. Et je vous partage donc, pour finir, mon modèle, et après je passerai aux questions. Mon Facilitation Flow, quelque chose que je fais, toujours maintenant quand je fais des facilitations. Déjà, avec le client, je nomme l'objectif et la mesure. Donc l'indicateur de résultat, pour ceux qui connaissent, c'est très important d'avoir l'objectif et la mesure, de savoir est-ce qu'on va atteindre l'objectif à la fin de notre atelier. Puis j'utilise les 7P, souvent sur du papier A4, je me note des cases et je écris toutes les idées qui me viennent. Puis ensuite, une fois qu'on arrive, là c'est le moment où on va commencer la facilitation, j'entame la session avec l'agenda, l'accueil bien évidemment, et toujours une inclusion. Ça peut être sous la forme d'un icebreaker, ou sinon, quand ce n'est pas un icebreaker, moi j'aime bien utiliser cette triple question. Quelle est votre attente? Quelle est votre émotion maintenant? Et quel est votre engagement? La question quel est votre engagement, elle est bien, elle est puissante, parce que ça permet de faire émerger finalement le cadre des personnes. J'ai eu des personnes, quand j'ai posé cette question, qui font « j'ai tellement l'habitude de parler tout le temps, que là, je vais être synthétique ». Donc mon engagement, c'est être synthétique pendant l'atelier. C'était de la facilitation de tension pour un fond. Et ça a beaucoup aidé, parce qu'effectivement, la personne qui avait l'habitude de tout le temps parler, là, était beaucoup plus calme. Une fois qu'on a fait ça, donc on a entamé, on commence à rentrer dans le dur, dans la facilitation. Donc, le concept de divergence et de convergence, le concept de gérer l'énergie du groupe, donc comme j'en parlais, de garder ça en tête, et donner le pouvoir de l'écriture et du dessin aux participants. C'est important que ce ne soit pas le facilitateur seul qui note tout, parce que sinon on s'épuise, on se fatigue et on déresponsabilise. C'est important peut-être de commencer de le faire quand les équipes sont peu matures, et après, moi je laisse faire. Je leur dis, là c'est votre pouvoir, c'est plus le mien. Et une fois qu'on a convergé, je propose une clôture, très important de clôturer. Souvent, on dit on a le temps qui est contre nous. Il faut prendre ce temps de clôturer. En réévaluant l'objectif, les actions, moi j'aime bien faire des actions qui, quoi, quand. C'est très simple. C'est qui, une personne, pour éviter la dilution de responsabilité. Quoi, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement. Pourquoi. Voilà, pas une deadline du tout, mais c'est se donner une idée de pour quand. Des fois, je le saute même le quand. C'est au moins, tant que la personne se sent responsable de l'action, alors c'est OK. Et j'aime bien, pour finir, qu'est-ce que vous avez appris
et quelles sont vos émotions. Même pour des ateliers qui semblent être genre du design thinking, pas forcément des rétrospectives, hein, mais des ateliers genre de modélisation ou autres, genre event storming pour reparler, je questionne maintenant presque toujours les apprentissages. Je devrais même le faire toujours. Je dis presque, je devrais vraiment le faire toujours. Et j'en suis à 50 minutes. Je vous remercie énormément de votre écoute. Il y a un rôti qui est disponible à cette page. Il y a un lien Discord pour finir sur la discussion. Pour moi, c'est un peu tard, donc peut-être qu'on n'aura pas la possibilité de discuter pour ceux qui veulent. Et n'oubliez pas, à 17h25, il y a la fin sur le salon principal. Je vais regarder s'il y a des questions maintenant. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a des choses assez intéressantes que je regarde. Alors, on diverge à partir du problème de Céline Morin, mais l'objectif, on le connaît en amont, c'est le collectif en convergent qui amène à l'objectif. C'est une question assez intéressante. On diverge à partir du problème. Alors, normalement, il vaut mieux connaître l'objectif, il vaut mieux connaître la fin de l'atelier, c'est-à-dire concrètement ce qu'on veut avoir, de mon point de vue, hein, là, ça n'engage que moi, justement de le connaître avant. Donc, ce n'est pas tant un problème que ça, faut le connaître en fait avant, cet objectif, puisque un objectif flou est égal à une connerie précise. Enfin, vraiment, moi, je m'en suis assez rendu compte de ça. Donc, dans l'émergence, on doit être sûr. En fait, on doit être sûr dès le début, en fait, que c'est OK dès l'inclusion, j'ai envie de dire dès le début. Est-ce que c'est OK? Que l'objectif, il est OK pour tout le monde? Parce que s'il y a des attentes qui sont différentes, c'est là qu'on va se planter. Donc, il vaut mieux l'avoir dès le début. Sinon, votre facilitation, votre atelier risque d'être mis en péril, finalement. Zone de râlage égale émergence. Oui, je vois beaucoup de personnes qui parlent de la zone de râlage et de l'émergence. Ouais, en effet, moi j'appelle ça un peu sous le ton de l'humour. C'est ma manière de parler de la zone de râlage. En fait, c'est que moi, c'est ma manière de l'expliquer. C'est le moment où ça émerge, parce que c'est le moment où il y a des débats. Et c'est par les débats, c'est par les différences, en fait, que les choses peuvent émerger. Donc, je ne réduirai pas l'émergence à la zone de râlage, effectivement. Effectivement. Alors, merci déjà pour le feedback. Vous savez, merci beaucoup. Je vois pas mal. Alors, les 7P, je vais le remettre. Tac. Comme ça, tu peux limite le prendre en écran si besoin. Les 7P, vraiment, c'est se poser, on va dire un peu cette question. C'est l'objectif, les personnes qui vont être là, le processus, comment je vais amener les personnes à atteindre leur produit. Le produit, c'est qu'est-ce qu'on a à la fin, l'attente finale, en fait, le concret. La préparation, c'est qu'est-ce que les personnes doivent préparer. Le côté pratique, c'est qu'est-ce qu'on doit préparer pour que tout se passe bien. Et Pitfall, c'est tous les risques qu'on peut avoir. Donc, j'aime bien les slides seront postés sur le Discord. Je peux les poster, si vous voulez. Il n'y a pas de problématique. Est-ce qu'il ne faut pas justement... Alors, il y a une question de Hubman Teams. Est-ce qu'il ne faut pas justement avoir 2 temps différents pour un post-mortem? Un premier temps pour évacuer collectivement le ressentiment de l'échec du projet. Un second temps pour tirer les enseignements et co-construire à nouveau. C'est excellent comme idée. J'ai absolument pas pensé, pour le coup. Mais effectivement, ça pouvait être... Alors, pour ce coup-là, ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu bien m'aider. Effectivement, je dirais que c'est à expérimenter. J'ai absolument... Enfin, merci du partage, finalement, et ça peut être assez intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'en avez pas d'autres, eh ben, déjà, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été là sur la fin, parce que souvent, c'est un peu la descente d'énergie. Et cela rejoint le processus du deuil, la courbe de Kubler-Ross. Oui, tout à fait. Ça rejoint la logique du deuil, effectivement. Merci du partage à Laurent. Je regarde s'il y a d'autres choses. Mais s'il n'y a pas d'autres choses, eh ben déjà, je vous remercie. Et je vous souhaite... le lien du Discord, il vient d'être donné. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée.